Cette série vous est présentée en partenariat avec Le Monde. Près d'un demi-siècle après l'embrasement du conflit israélo-arabe, un hôtel de Barcelone est sur le point d'accueillir une rencontre extraordinaire. Yasser Arafat, leader des Palestiniens depuis plus de 30 ans, vient y rencontrer un homme qui a autrefois tenté de l'assassiner. Ehud Barak, ancien chef de commando, qui aspire désormais au poste de Premier ministre, a promis la paix aux Israéliens. On m'a fait attendre dans une immense pièce où se trouvait un piano. J'ai dit à mes collaborateurs de guetter l'arrivée d'Arafat et que je jouerai jusqu'à ce qu'il arrive. Ils m'ont dit qu'il arrivait, alors j'ai arrêté de jouer. Arafat est venu me saluer. Il m'a dit « J'ai beaucoup entendu parler de vous ». J'ai répondu « Ça fait très longtemps que je vous observe ». Puis nous sommes allés dans sa suite. Nous sommes restés en tête-à-tête pendant des heures. Arafat ouvre le feu immédiatement. Savez-vous que nous sommes aujourd'hui, au XXe siècle, le seul peuple au monde dont le pays soit occupé? Qui accepterait ça? Je lui ai dit « Les guerres sont toujours douloureuses. Elles sont synonymes de souffrance pour les deux camps. C'est à nous qu'il incombe aujourd'hui de trouver une solution. » Now we are cousins and partners and going in the same line for the peace of the waves, not only for the Palestinians. Ehud Barak semble moins convaincu. Et la détermination des deux hommes à faire la paix va bientôt être mise à l'épreuve par un président américain. Si on arrivait à résoudre le conflit entre Palestiniens et Israéliens, cela pourrait instaurer une paix plus globale au Moyen-Orient. La Syrie ferait la paix avec Israël, Israël aurait des relations stables avec ses voisins arabes, et ensemble, ils pourraient bâtir un nouveau Moyen-Orient. Dès le début de son mandat, Clinton ne ménage pas ses efforts. De longues négociations à Oslo ont conduit Arafat et le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin à un accord. Mais Rabin a été assassiné et le processus de paix stoppé net. Clinton décide alors de consacrer les 2 dernières années de son mandat à résoudre le conflit israélo-arabe. Le nouveau Premier ministre Ehud Barak, élu sur sa promesse de restaurer la paix entre Israël et ses voisins arabes, se rend rapidement à Washington. On parlait, Ehud s'emportait et faisait de grands gestes, et moi je m'emportais et mâchouillais mon cigare. Nous avons discuté des stratégies qu'il fallait adopter pour faire face à des adversaires imprévisibles. La stratégie de Barak consiste à tenter de faire la paix en priorité non pas avec les Palestiniens, mais avec son voisin, la Syrie. J'ai dit au président Clinton qu'avec la Syrie, les choses seraient plus simples, parce qu'il n'est question ni de terre des ancêtres, ni de temple. C'est vrai que par le passé, il y avait une communauté juive, mais il ne reste que quelques vieilles synagogues, dont d'ailleurs une partie sont du côté syrien. Mais le président syrien vieillissant, Hafez al-Assad, se refuse absolument à recevoir un Israélien. Clinton envoie donc sa secrétaire d'État, Madeleine Albright, à Damas. L'accueil que lui réserve le ministre des Affaires étrangères est chaleureux mais ferme. Il n'y aura pas de négociation de paix tant qu'Israël ne se retirera pas des territoires occupés en Syrie. Nous leur avons dit qu'un retrait signifiait un retour aux frontières du 4 juin 1967. En d'autres termes, ce qui appartenait aux Syriens la veille du conflit, le 5 juin 1967. Lors de la guerre des 6 jours en 1967, Israël s'est emparé du plateau du Golan, surplombant le lac de Tibériade ou mer de Galilée. En réclamant sa restitution, le président Assad montre son intransigeance. Pour Madeleine Albright, la tâche va être difficile.
Il vivait dans un palais incroyable, qu'on aurait dit tout droit sorti d'un film de James Bond. Et nous avons discuté. Je lui ai dit que nous voulions faire avancer ces négociations, et il a dit oui. Et nous avons été très surpris, à vrai dire. À tel point que j'ai voulu m'assurer que j'avais bien entendu, bien compris, parce que tout passait par le truchement d'interprètes. Le président Assad a dit à Madame Albright « J'ai confiance dans le président Clinton, j'ai confiance en vous. Je sais que vous voulez un traité de paix et moi aussi. » Je lui ai dit « Quand pouvons-nous commencer ?» Et il a répondu « Tout de suite ». Je lui ai demandé qui il allait envoyer et il m'a dit qu'il enverrait son ministre des Affaires étrangères. Dès la semaine suivante, le ministre syrien des Affaires étrangères et sa délégation arrivent à la Maison-Blanche pour rencontrer l'ennemi israélien en terrain neutre. Nous avons dit aux Américains que le plateau du Golan et les territoires syriens devaient revenir aux Syriens. Les négociations ne devaient pas porter sur la question de savoir si la restitution du Golan serait partielle ou totale, mais sur les autres aspects du traité de paix, sur ses autres composantes. Les Américains sont persuadés que Barak, qui tient absolument à ce traité de paix, accédera à la demande principale de la Syrie. Mais lorsque l'avion israélien atterrit à Washington, toute la délégation descend de l'appareil, toute, sauf Barak. On a attendu et quelqu'un est venu me dire que le Premier ministre voulait me voir. Donc je suis monté dans l'avion et j'ai dit à Barak, « Monsieur le Premier ministre, tout le monde vous attend. » Il m'a regardé et il a dit, « Je ne peux pas. Je ne peux pas entamer les négociations et renoncer à toutes mes cartes dès la première rencontre. Ça se saura en Israël et je serai considéré comme un crétin. Qui plus est, les sondages montrent que les Israéliens ne sont pas prêts à soutenir un traité de paix. Je ne peux pas l'accepter, non pas parce que ce ne sera pas un bon accord, mais parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'accord. Il n'y aura pas d'accord. Barak se ressaisit et, sous l'objectif des caméras, se plie au rituel des accolades comme si de rien n'était. Le Premier ministre refuse de faire des concessions prématurées et les négociations n'avancent pas. Il était clair dès le départ que la délégation israélienne ne voulait pas que les pourparlers de paix avancent, ne serait-ce que d'un pouce. Après les fêtes de Noël, les pourparlers reprennent à Shepherdstown, en Virginie occidentale. Les relations entre Syriens et Israéliens sont à l'image de la météo, glaciale. Quand on est entré dans la pièce, j'ai gardé mes mains comme ça, car je ne savais pas qui était israélien et qui était américain. Donc j'ai décidé de ne serrer la main à personne pour éviter de serrer la main à la mauvaise personne, au cas où quelqu'un prendrait une photo. Barak annonce à Clinton qu'il veut garder des territoires autour du lac de Tibériade, territoires qui, pour les Syriens, ne sont pas négociables. Il y a des questions politiques que chacun des deux camps considère comme primordiales, qu'elles soient territoriales ou symboliques. Pour nous, il s'agissait de la question du bassin du lac de Tibériade. Barak avait une très bonne raison de vouloir conserver une bande de terre tout autour de la mer de Galilée, au lac de Tibériade. À savoir que ce lac fournissait quelque 30% de son eau à Israël. J'ai dit à Clinton, allez voir le président Assad en personne. Il faut que l'Amérique pèse de tout son poids dans la balance. Comme ça, on verra si ses intentions sont sérieuses ou pas. Clinton prend le risque. Il accepte d'inviter le président Assad sur un terrain neutre. J'ai appelé Assad et je lui ai dit que je me rendais en Europe et que j'aimerais le rencontrer à Genève et que j'aurais peut-être une offre de Barak qui pourrait l'intéresser. Le président Assad a essayé de savoir par téléphone de quoi parlait le président Clinton. Et il m'a prié de lui demander ce qu'il avait précisément en tête. Je ne savais pas moi-même précisément jusqu'où les Israéliens étaient prêts à aller.
Et le président Clinton a dit qu'il ne voulait pas en parler par téléphone. Le président Assad a donc pensé que si Clinton insistait autant pour le rencontrer, c'est qu'il allait obtenir le rétablissement des frontières du 4 juin 1967. Le président Assad arrive donc pour ce que la presse qualifie déjà de sommet historique. Mais Clinton ne sait toujours pas quels sont les territoires que Barack entend garder. Une heure avant la rencontre, il commence à perdre espoir. J'ai appelé Barack et je lui ai dit « J'ai besoin de quelque chose de concret. Si vous voulez, comme vous me l'avez dit, signer un accord de paix avec la Syrie, je ne peux pas arriver les mains vides. » Il faut qu'Assad se persuade qu'Israël ne sera pas inflexible. Il ne sera pas question de 100 mètres par-ci ou 400 mètres par-là. Il doit être persuadé qu'il n'y a aucune limite. Barack a dit « Essayez de le convaincre ». J'ai répondu « J'essaierai ». Dans l'attente d'un accord historique, les deux camps sont venus en nombre, mais la plupart des participants sont tenus à l'écart de la rencontre cruciale. Pour le conseiller à la sécurité nationale, Sandy Berger, c'est une situation inacceptable. Sandy ne voulait pas rater ça. Et moi, j'étais censé prendre des notes. Nous sommes donc sortis tous les deux et discrètement, nous sommes allés dans la pièce voisine, qui n'était séparée que par une tenture, ce qui fait qu'on entendait tout ce qui se disait. Ils devaient faire attention à ne pas tousser, bouger ou parler. Le président Clinton a sorti quelques notes, puis il a déplié un plan sur la table. J'ai un peu improvisé pour éviter que la réunion soit un désastre. J'ai déplié le plan et j'ai dit que Barack était prêt à se retirer sur une frontière du 4 juin 1967, mutuellement agréée. Et bien sûr, j'ai traduit cela très précisément en arabe au président Assad. Barack accepte de se retirer le long d'une frontière mutuellement agréée. Le président a alors voulu savoir ce que signifiait mutuellement agréé. Il m'a dit, demandez-lui ce qu'il entend par frontière mutuellement agréée. Ça veut dire quoi? Faites-lui répéter. L'expression « frontière mutuellement agréée » lui a fait comprendre immédiatement que ce n'était pas lui qui allait dire où s'arrêtait la frontière du 4 juin 1967. Je n'oublierai jamais ce qu'il a dit. Il a dit « C'est aussi notre lac. Ils ont peur qu'on le pollue ou qu'on le détruise. Je veux tremper mes pieds dans ce lac. Je veux pouvoir m'asseoir sur la rive et tremper mes pieds dans l'eau. C'est tout ce que je veux. » Le président Assad a fait mine de se lever. Et je l'ai retenu parce qu'on se doutait que ça pouvait mal se terminer, mais pas aussi rapidement. Il a mis un terme aux négociations. Je n'ai même pas fini la présentation. Sandy, qui était assis à côté de moi dans la pièce voisine, a pris un papier et un stylo. Et il a écrit « Hélas, c'est bien une rencontre historique. » Un échec historique, pas une réussite historique. Et bien sûr, c'était la dernière fois que le président Assad voyait le président Clinton. Moins de 3 mois plus tard, le président Assad est mort. Barack tourne la page de cet échec avec les Syriens et se concentre alors sur le problème bien plus épineux des Palestiniens. Ces derniers ont de sérieux griefs. Barack avait promis à Yasser Arafat la libération de 350 prisonniers et la restitution de 3 villages palestiniens, mais il n'en a rien fait. Et il a étendu les implantations sur les territoires palestiniens autour de Jérusalem. Il est temps de prendre un nouveau départ. Barack, qui a promis la paix à ses électeurs, envoie son ministre de la Sécurité intérieure, Shlomo Ben Ami, dans les territoires occupés pour entamer des négociations. Ben Ami est arrivé avec un message de Barack.
Il est temps que les chefs d'État se rencontrent et prennent des décisions historiques. C'est le bon moment. L'heure est venue. Il est plus que temps d'organiser un sommet. Arafat n'a pas du tout été impressionné. Le seul sujet dont il voulait parler, c'était Jérusalem. Il n'arrêtait pas de demander « Et que fait-on pour Jérusalem ?» C'est à Jérusalem-Est que les Palestiniens veulent installer la capitale de leur nouvel État. C'est là que se trouve la vieille ville et ses sites historiques, lieux sacrés pour les musulmans comme pour les juifs. Il y a le Haram al-Sharif et l'esplanade des mosquées pour les musulmans, et le mont du Temple et son mur des lamentations pour les juifs. Depuis la guerre de 1967, la ville est entièrement occupée et administrée par l'État d'Israël. Arafat propose de partager la ville en suivant l'exemple de Rome. Que Jérusalem soit la capitale de deux États, tout comme Rome est la capitale de deux États. La capitale de sa sainteté, le pape, et la capitale du gouvernement italien. Arafat ne parlait que de Jérusalem. Il voulait faire comprendre à Shlomo Ben Ami que Jérusalem était la chose la plus importante. Il lui a dit « Comment pouvez-vous me convier à un sommet sans aborder le sujet de Jérusalem ?» Il ne s'agit pas de frontières ou de quoi que ce soit d'autre, il s'agit de Jérusalem. Il faudrait toute la sagesse de Salomon pour partager Jérusalem. Les conseillers de Clinton peuvent-ils lui laisser risquer un autre fiasco comme celui du sommet de Genève? Le président Clinton est entré et a demandé à chacun d'entre nous, doit-on participer à ce sommet? J'ai dit au président, en toute conscience, je ne peux pas vous dire que nous sommes sûrs de réussir. Mais je sais que si ce sommet n'a pas lieu, ça va exploser en Cisjordanie. Nous étions tous unanimes, tout en étant conscients des risques, pour dire que si on ne le faisait pas maintenant, on ne le ferait jamais, car c'était le seul créneau dont nous disposions. Et il allait y avoir une flambée de violence en Palestine, une nouvelle intifada qui ne serait pas une guerre à coups de pierre, mais à coups de fusil. Je préfère essuyer un échec en essayant qu'éviter l'échec en ne tentant rien. Clinton invite les deux camps à participer à un sommet. Et Arafat ne peut refuser une invitation du président des États-Unis. Je me disais que même si les Palestiniens ne savaient pas exactement quelle position adopter et n'étaient pas encore prêts, il était temps qu'ils se préparent. Et ils se prépareraient à l'occasion de ces pourparlers. Clinton s'envole pour Camp David afin d'organiser la rencontre. Objectif, la paix au Moyen-Orient, un État palestinien viable et la fin d'une guerre de 50 ans. Vaste ambition, même pour Washington. En chemin vers les États-Unis, Barak est inquiet. Il a joué son avenir politique en faisant le pari qu'Arafat se révélerait un vrai partenaire dans le processus de paix. L'ambassadeur des États-Unis en Israël se trouve dans l'avion de Barak. Quand Barak a été prêt à me parler, il est retourné dans sa chambre et m'a fait appeler. Je me suis assis sur le lit parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit où s'asseoir. Je lui ai dit, j'ai l'impression que je suis un trapéziste et que je suis sur le point de lâcher mon trapèze. Mais je ne sais pas si mon partenaire est prêt à me rattraper. Et il n'y a pas de filet de sécurité. Politiquement, je prends un risque énorme. Barak fait part de sa position de départ à Clinton. Jérusalem ne sera jamais partagée. Arafat exige la moitié de Jérusalem pour en faire sa capitale et la souveraineté palestinienne sur ce que les musulmans appellent le Haram al-Sharif et les juifs le mont du Temple. Les Américains ont rédigé une proposition à soumettre aux deux camps et Clinton se donne 10 jours pour obtenir un accord. Les Américains ont ouvert la voie, mais un des deux camps doit faire le premier pas. À partir de maintenant, les portes se ferment sur les négociations.
La proposition américaine est d'abord présentée à Barak. Elle semble spécifier que les Israéliens devront partager Jérusalem avec les Palestiniens. Barak s'est mis à hurler comme s'il venait de se faire mordre par un serpent. Il criait « C'est impossible ». Les Américains ajoutent un amendement pour tenir compte de la position d'Israël et apportent la proposition au chalet d'Arafat. Le président Arafat m'a demandé de l'ouvrir et de lire ce que ça disait sur Jérusalem. Et il a remarqué qu'il y avait eu des corrections à la main. Il s'est écrié « Comment puis-je accepter ça? C'est une idée israélienne. Comment pourrais-je l'accepter ?» Il m'a regardé et il a dit « Le plus important pour moi, c'est Jérusalem ». Il m'a arraché la proposition des mains, l'a jetée par terre et s'est mis à crier « Appelez le président Clinton, je veux voir Clinton !» Je lui ai dit « Je ne peux pas aller réveiller le président des États-Unis à 2h30 du matin ». J'étais au lit et j'ai reçu un appel de Gamal. Il m'a dit « Madame la secrétaire, vous n'allez pas le croire. Ou peut-être que si, vous allez le croire, parce que vous connaissez les Palestiniens. Ils sont en colère et ils veulent absolument vous parler. » J'ai dit « Vous plaisantez ?» Il a dit « Non. » Il était 2h30 du matin. Tout le monde se confondait en excuses. J'étais très gêné d'aller dans les appartements d'une dame à 3h moins 5 du matin. J'étais très mal à l'aise. Et je me suis dit, c'est pour ça qu'on me paie. Alors je me suis levée, je me suis habillée et je les ai reçus dans le salon de mon chalet. Je lui ai expliqué que nous ne pouvions pas accepter cette proposition. C'était un assemblage à la va-vite et nous ne pouvions pas bâtir la paix là-dessus. Elle a dit, très bien, c'est votre position, je vais en informer le président. Pendant une semaine, tous les efforts américains sont rejetés de part et d'autre. Et Barak, qui avait demandé ce sommet, refuse désormais purement et simplement de négocier directement avec Arafat. Clinton, déçu, voit son rêve de paix s'éloigner de plus en plus. Et il doit partir au Japon pour le sommet du G8 le lendemain. Il met Barak au pied du mur. Je lui ai dit qu'il devait faire une offre plus intéressante. Il fallait que ça avance. Je devais partir pour Okinawa et il allait falloir tout arrêter, ça aurait été dommage. Quand je lui ai dit ça, il a dit « Bon, je vais aller parler à mon équipe ». Barak réunit sa dizaine de collaborateurs. Je leur ai dit « On va devoir prendre une grande décision, la plus importante de toute notre histoire. Aussi importante que celle de Ben Gourion lors du partage de la Palestine et de la création de l'État d'Israël. Aussi importante que lorsque Begin a décidé de rendre le Sinaï pour faire la paix avec l'Égypte. Nous devons prendre une décision ou ce sera la catastrophe. » Chacun des intervenants incite Barak à sacrifier une partie de Jérusalem afin d'éviter une flambée de violence. Mais Barak sait qu'un tel geste pourrait être synonyme de suicide politique. Le débat dure toute la journée. Nous avons attendu des heures et des heures. Le président était de plus en plus en colère et énervé. Il avait l'impression qu'on nous traitait comme des moins que rien. Il m'avait demandé d'organiser ce sommet et soudain, il ne voulait plus négocier. Il ne voulait plus que je les réunisse. Arafat, lui, était tout à fait prêt à participer. Et finalement, Barak est sorti de son chalet très tard dans la nuit. Barak arrive au chalet de Clinton avec une offre. Une poignée de villages palestiniens à la périphérie de Jérusalem pourront devenir leur capitale. Je lui ai dit, nous devons absolument trouver une voie entre, d'une part, notre aspiration à une Jérusalem plus grande, plus forte et plus juive, et d'autre part, la reconnaissance nécessaire de l'existence, à l'est de la ville, d'importants quartiers palestiniens densément peuplés. Mais aucun leader israélien n'accepterait d'abandonner la souveraineté sur le mont du Temple. Le président a explosé, et dans un langage que je ne l'avais jamais entendu utiliser avec Barak, il lui a dit « Vous m'avez fait attendre ici pendant 13 heures et vous revenez avec ça? Allez le proposer à Arafat si vous voulez. Moi, je ne le ferai pas. » Vous m'avez traîné un sommet à Genève avec le président Assad.
Vous vous êtes servi de moi. Et ensuite, vous avez reculé. Je ne veux plus que ça arrive. On se regardait dans le blanc des yeux. Clinton était tout rouge. Il avait l'air énervé, mais je suis resté calme. Je lui ai dit, vous devez aller plus loin. Il faut qu'ils puissent voir dans votre proposition que si chaque parti fait des concessions, ils obtiendront enfin un État. Vous devez faire mieux que ça. La tactique d'ouverture de Barak a échoué. Le grand stratège va-t-il devoir abattre ses cartes? Je suis allé voir Barak. Je suis allé à vélo jusqu'à son chalet, en secret. Je suis passé par l'entrée de derrière. Il était assis, il avait tout un tas de journaux israéliens éparpillés autour de lui. Il ne s'était pas rasé et il avait l'air très soucieux et replié sur lui-même. Il m'a dit, écoute Gil, tu crois que je dois prendre cette décision? Si on accepte de partager la souveraineté sur la vieille ville de Jérusalem, nous pourrions obtenir en échange la fin du conflit. Le soir même, Barak revient au chalet de Clinton. Je lui ai dit, je suis d'accord pour que vous proposiez à Arafat que nous partagions la vieille ville. Il y a eu un grand silence dans le chalet de Clinton. Nous avons tous pris conscience que Barak venait de faire, de son point de vue, une énorme concession, qu'il venait de briser un tabou. Barak laissait Jérusalem-Est aux Palestiniens pour en faire leur capitale. Il acceptait de partager Jérusalem, chose que tous les Israéliens avaient juré de ne jamais faire, et il laissait aux Palestiniens les quartiers chrétiens et musulmans de la vieille ville. L'idée que la moitié de la vieille ville puisse être sous le contrôle d'Arafat était impensable. Nous étions allés à Camp David en pensant que tout ce qu'on obtiendrait des Israéliens, ce serait une partie de la périphérie. S'il n'accepte pas cette proposition, ça prouvera juste qu'au fond, ce n'est qu'un terroriste, qu'il n'utilise pas seulement la terreur comme tactique pour parvenir à un accord. Clinton fait venir Arafat dans son chalet. Il était aussi en colère parce qu'il avait attendu toute la journée, qu'on était en plein milieu de la nuit et que personne ne lui avait rien dit. De son point de vue, il n'avait rien fait de mal. On lui avait demandé de venir et il lui semblait que tout le monde se pliait aux horaires des Israéliens. Qu'est-ce que ça voulait dire? Bref, il est arrivé, il y avait lui, moi et Gamal, mon interprète. Clinton compte sur son interprète pour traduire en arabe la proposition de la manière la plus attrayante possible pour le leader palestinien. Mais une des clauses de l'accord passe mal. En ce qui concerne l'esplanade des mosquées, le lieu saint de la vieille ville qui importe le plus à Arafat, Barak insiste pour en conserver la souveraineté. Il propose à Arafat d'en être seulement le gardien. J'ai essayé de lui expliquer que c'était une victoire pour les Palestiniens. Jérusalem ne serait pas perdue. L'esplanade des mosquées ne serait pas perdue. J'ai essayé de lui expliquer de différentes manières le principe du gardien. Si vous prenez la Mecque, le roi Fahd n'est pas le propriétaire de la mosquée Al-Aqsa. Il en est le gardien. Il y a certaines choses que vous n'accepteriez pas si vous étiez à ma place. Je l'ai quasiment supplié. Je lui ai dit, « Monsieur le Président, vous devez au moins écouter cette proposition. » Les autres membres de l'équipe retiennent leur souffle. On était tous agglutinés derrière la porte et chacun son tour, on l'entrouvrait ou on regardait par la fenêtre pour voir ce qui se passait. Et ce qui se passait, c'est que Clinton jouait à Arafat toute la gamme des sentiments. Il essayait toutes les manières, la cajolerie, la persuasion. Vous savez aussi bien que moi que je ne vous proposerais pas ça si je ne pensais pas que les Israéliens accepteraient. Il faut que vous acceptiez pour qu'on puisse continuer, sinon je pars pour Okinawa et on arrête là. Il lui a dit, vous me perdrez, vous perdrez mon amitié, notre amitié sera finie, ce que nous avons construit. C'est moi qui vous ai fait venir ici. Les Palestiniens sont à 2 doigts de l'indépendance, d'avoir un État. Tout ça sera balayé, vous rentrerez les mains vides, tout sera annulé. C'était une menace. Que pouvait-il répondre? Monsieur Clinton, vous êtes injuste?
Je lui ai répondu en lui énonçant tout ce qui pouvait être fait de notre côté et qui serait acceptable aux yeux de la nation arabe, des chrétiens et des musulmans. Après avoir été sur la défensive au début, Arafat a pris la main du président Clinton et lui a dit « Vous êtes mon seul ami, je ne peux pas vous perdre. » Il était évident qu'on essayait de me forcer la main. Arafat est pris au piège. Barak lui a tout donné, sauf la seule chose qu'il voulait vraiment. Il retourne dans son chalet pour consulter son équipe. Il agitait la jambe, furieusement. Et il faisait souvent ça, c'était un tic nerveux. Il a dit, si les Israéliens m'avaient donné ce que je voulais à Jérusalem, j'aurais été moins inflexible sur le reste. Mais si j'abandonne ce qui appartient au monde islamique, je vais me faire assassiner. Le principal problème, c'était les lieux sacrés. Le président Arafat n'a pas donné une réponse directe à Clinton. Il lui a seulement dit « Je ne peux pas trahir Jérusalem », ce qui revenait à dire non. Clinton repousse son départ pour le Japon afin d'essayer de convaincre Arafat de changer d'avis. En vain. Mais aucun des deux camps ne veut assumer la responsabilité de cet échec. Les deux camps ont dit « Nous voulons rester. Vous nous invitez à rester pendant votre absence ?» J'ai dit « Bien sûr. » Clinton tente alors un numéro de bluff sur Barak. Le président Clinton lui a rapporté sa conversation avec Arafat en exagérant les propos d'Arafat et en faisant comme s'il avait accepté les propositions de Barak. Je suis allé chercher Chelsea et on est parti pour Okinawa, pour mon dernier sommet du G8. Et ils sont restés. Barak était donc persuadé qu'Arafat avait accepté de négocier sur les bases de ce qu'avait proposé le président Clinton, et Arafat que les négociations continueraient sans faire référence à ce qui avait été proposé. Le lendemain matin, Barak découvre qu'Arafat n'a pas du tout accepté ces conditions. J'ai appris que Madeleine Albright voulait s'excuser auprès de Barak. J'avoue que j'étais très en colère. Il m'a dit, Danny, je ne veux pas la voir, je vais faire un tour. Et il est parti avec ses baskets et son vieux survêtement. Et quand Madeleine Albright est arrivée au chalet, je lui ai dit « Je suis désolé, Monsieur Barak est parti se promener. » Mais Madame Albright le rattrape. C'est un affreux malentendu, Monsieur le Premier ministre. Les Palestiniens n'ont pas interprété ce qu'a dit le président Clinton de la même manière que vous. Ça pose un vrai problème. Je lui ai dit, vous devez rencontrer Yasser Arafat en tête-à-tête. Barak a déclaré, tant qu'il ne répond pas qu'il est prêt, au moins sur le principe, à accepter quelque chose de la proposition que nous lui avons faite, je refuse de le rencontrer. C'est inutile. À quoi ça servirait? Il peut toujours dire, Barak m'a promis ceci ou cela en tête-à-tête. Ou bien, il a dit ça et moi j'ai dit ça. On ne peut rien prouver. Barak refusait de sortir de son chalet. C'était le chalet du chêne et on l'avait surnommé le chenil. Il était de très mauvaise humeur. Pendant que Clinton passe 4 jours bras dessus, bras dessous avec les autres grands de ce monde au Japon, à Camp David, les négociations sont au point mort. À son retour, il découvre que Barak ne veut toujours pas céder la souveraineté sur le mont du Temple et qu'Arafat n'acceptera aucun accord sans cette condition. C'était une nuit épouvantable quand on est allé dans le chalet du président Clinton. Clinton a compris tout de suite que nous apportions une réponse négative. Nous n'avons pas eu besoin de parler. Rien qu'à notre tête et à notre façon d'entrer dans la pièce, c'était évident. Le président Clinton s'est affaissé dans son fauteuil et il a dit « Vous savez, je n'aime pas échouer, surtout dans une telle situation. »
En Israël, à la Knesset, Barak est montré du doigt pour cet échec, et même accusé de trahison pour avoir marchandé le mont du Temple. Et un redoutable adversaire se donne pour mission de le chasser du pouvoir. One man, the prime minister, without discussing the issue with the inner cabinet, without bringing it to the government, without bringing it to the Knesset, without asking anyone of the Jewish leaders around the world, decided to hand over the holiest place of the Jewish people. I would say it's something that no one can understand. Pour montrer que le mont du Temple appartient bien aux Juifs, Ariel Sharon déclare qu'il va aller se promener sur l'esplanade des mosquées, où se trouvent deux des lieux de culte musulmans les plus importants. J'y étais déjà allé à plusieurs reprises. Et comme nous étions à la veille des fêtes, j'ai senti que je devais y aller. Sharon voulait montrer aux citoyens israéliens que, contrairement à moi, Barak, qui d'après les rumeurs avait cédé le mont du Temple aux Palestiniens, lui était le protecteur de nos droits. Et comment comptait-il le montrer? En usant de son droit d'aller se promener sur le mont du Temple. J'aurais pu l'en empêcher, mais à quoi ça m'aurait servi d'empêcher une manifestation politique contre moi? Toujours en quête d'un traité de paix, le Premier ministre israélien accepte enfin un tête-à-tête avec Arafat. Un dîner est organisé dans la maison d'Ehud Barak. Madame Barak est entrée, il s'est écrié Nava, et tout le monde s'est levé. Bien sûr, elle est venue serrer la main de M. Arafat. Il lui a fait un baise-main. Arafat s'est montré extrêmement courtois. Il s'est conduit comme un véritable comte polonais. Il faisait le baise-main, des révérences. Elle a dit « J'ai cuisiné un délicieux poulet pour vous ». J'ai répondu « Heureusement que ce n'est pas du poisson car je suis allergique », ce qui est vrai. J'ai dit à Ehud Barak, vous devez le prendre à part et lui parler en privé. Il m'a répondu, qu'est-ce que je vais faire des autres invités? Je lui ai dit, laissez-les nous, on s'en occupe. Barak et le président Arafat se parlaient presque en chuchotant. J'étais assis à côté du président Arafat pour l'aider à traduire. Et tout à coup, ils se sont levés tous les deux et ont dit « On va aller dehors ». Il y avait une véranda dehors. Ils sont sortis par la porte vitrée et ont refermé derrière eux. On était comme des marieuses. Est-ce qu'ils vont conclure ou pas? Enfin, ils se parlaient. Barak et Arafat reviennent dans la pièce pleins de confiance et annoncent aux négociateurs que la bonne volonté qu'ils ont créée permettra de surmonter les derniers obstacles sur le chemin de la paix. Yasser Arafat a déclaré « Si Dieu le veut, nous signerons un accord dans une semaine ». Il a regardé Barak et lui a dit « Laissez-les partir, nous allons y arriver. Mais je vous en prie, ne laissez pas Sharon aller se promener sur l'esplanade des mosquées. » Dans la pièce plane toujours la menace de la visite de Sharon sur l'esplanade des mosquées au mont du Temple, prévue 3 jours plus tard. Je me souviens que le président Arafat a dit à M. Barak « Il veut tout détruire. Votre Excellence, s'il va sur l'esplanade des mosquées, il sera le seul à en rire dans les mois qui viennent. » Il faut prendre en considération le fait que cette visite va créer un énorme scandale. Pas seulement pour nous, mais pour les musulmans du monde entier. Monsieur le Président, la loi autorise tout le monde à visiter le mont du Temple, y compris les députés israéliens. Ce n'est pas une zone militaire fermée. Barak n'intervient pas. Juste après le lever du jour, Sharon pénètre sur l'esplanade des mosquées, escortée par des centaines de policiers et de gardes du corps. Je suis arrivé, comme toujours, ému à l'idée de visiter le mont du Temple. Je n'aurais jamais imaginé que ça aurait pu provoquer une nouvelle intifada. Mais l'intifada avait commencé bien avant ça. I came here with a message of peace. I believe that we can live together with the Palestinians. I came here to the holiest place of the Jewish people in order to see what happens here.
Ce qui se passe ce jeudi-là, c'est qu'une foule de Palestiniens en colère déborde le cordon de sécurité et tente de lapider Sharon. Je me trouvais à environ 5 mètres de lui. Il y avait des gens partout. On a essayé de s'en prendre à lui, mais on n'y est pas arrivé. Ces gardes du corps l'entouraient, le protégeaient et nous empêchaient de l'approcher. Alors nous avons commencé à crier pour lui dire de partir. « Sors de cette mosquée ! Sors de la mosquée sacrée Al-Aqsa. Va-t'en, Sharon. Cette mosquée nous appartient, c'est une provocation. » Nous n'avons rien cassé. Ce n'était pas notre intention. Je visitais simplement le lieu le plus sacré aux yeux du peuple juif. Le lendemain, après la prière du vendredi, la police israélienne ouvre le feu sur des manifestants palestiniens et tue 3 personnes. Cet accrochage sanglant marque le début de la phase la plus violente du conflit israélo-palestinien, l'intifada al-Aqsa. Une flambée de violence balaie les territoires occupés et le processus de paix semble condamné. Mais Clinton est résolu à le sauver. Il se tourne vers sa secrétaire d'État. Il était primordial d'essayer de réunir Barak et Arafat. Je suis allée à Paris voir M. Védrine, le ministre des Affaires étrangères. Madeleine voulait à tout prix obtenir quelque chose, si possible avant les élections de novembre, mais en tout cas avant que Bill Clinton quitte la Maison-Blanche. Pour aller plus vite, Madeleine Albright convie Barak et Arafat à discuter d'un cessez-le-feu. Mais le lieu de la rencontre pose un problème. Il y avait un risque à ce que ça se passe en France, car cela posait la question du rôle des Français. Jacques Chirac, quant à lui, a déjà analysé les causes de l'intifada. Une provocation irresponsable sur le lieu saint de l'esplanade des mosquées. Le problème, c'est qu'on ne voulait absolument pas que Chirac s'en mêle. Aux grandes dames de Madeleine Albright, lorsque le leader palestinien arrive à Paris, il réserve sa première visite au président français. Arafat était arrivé très remonté, très dur. Il voulait uniquement obtenir la commission d'enquête. Il ne voulait pas du tout entrer dans la discussion avec Madeleine Albright sur un cessez-le-feu ni sur quoi que ce soit. Le président Chirac dit à Arafat « Ne posez pas de préalable ». Acceptez de parler et de discuter avec Barak, avec Madame Albright, sans préalable. Mais par ailleurs, nous allons essayer de convaincre les Israéliens qu'il faut accepter une commission d'enquête. Barak doit suivre le mouvement, même si les Israéliens sont convaincus que Chirac est du côté des Palestiniens. Et Barak, de son côté, était inquiet, nerveux, méfiant, et il avait peur des réactions dans l'opinion israélienne à propos de cette histoire de commission d'enquête. Barak n'était pas très content d'être obligé de venir à Paris, mais il avait besoin de Clinton, donc de Madeleine. Madeleine avait insisté, et donc il est venu. Les protagonistes se réunissent dans la résidence de l'ambassadeur des États-Unis en France. Territoire américain pour un cessez-le-feu parrainé par les Américains. La réunion n'a pas pu vraiment commencer. Il y avait beaucoup d'agressivité entre le président Arafat et Barak. L'animosité était presque palpable. Il n'y a pas eu moyen d'avancer. Barak disait sans cesse à Arafat « Vous devez dire à votre peuple d'arrêter. Sinon, nous n'avancerons pas. » Je lui ai dit « Monsieur le Président, il y a un téléphone là.
Appelez Marwan Barghouti et Hussein El-Sheikh. Nous allons écouter. Dites-leur d'arrêter. Arafat m'a regardé et a dit « Qui ça? Qui? Hein ?» Comme si je lui avais dit le nom de 2 ours polaires. Alors j'ai répété en prenant mon plus bel accent arabe « Marwan Barghouti. Barghouti. » Et ses collaborateurs ont éclaté de rire, parce qu'ils ont vu qu'Arafat savait que je savais, qu'il savait que je savais que ces 2 hommes étaient les instigateurs des émeutes. Alors il a dit « Oui, d'accord ». La réunion dégénère en règlement de compte, et Madeleine Albright décide alors de parler à chaque leader séparément. Elle a demandé à voir M. Barak seul à seul. Le président Arafat est resté au milieu de la pièce. Il admirait les tableaux, regardait autour de lui et les minutes se sont écoulées. Je suis allé voir Arafat pour bavarder pendant qu'il attendait. Il m'a regardé et il a dit en haussant le ton « Vous croyez que je ne vois pas ce qui se passe? Je sais pourquoi j'attends. Je sais que Barak est au téléphone avec Chirac pour essayer de le monter contre moi. Et je ne l'accepterai pas. » Il pensait qu'elle allait avoir fini avec Barak dans 1 minute, dans 2, 3, 4, 5, 10, et tout à coup... Il est sorti en trombe et il est parti. Il a dévalé les escaliers et il est monté dans sa voiture. Madame Albright lui a couru après. Il y avait une cour pavée avec un portail en bois et je me suis mise à courir parce que M. Arafat allait monter dans sa voiture. J'ai couru avec mes hauts talons et j'ai crié « Fermez le portail! Fermez le portail !» Elle criait « Président Arafat! Président Arafat !» Elle s'est précipitée vers la voiture et elle a commencé à frapper sur la vitre d'Arafat. J'ai dit « Écoutez, nous sommes si près du but. Nous sommes arrivés à un accord sur beaucoup de points. S'il vous plaît, revenez. » Il lui a embrassé la main et ils sont revenus dans la maison. Ils se sont réconciliés en marchant. Nous avons eu des discussions très approfondies. Et nous sommes arrivés à une plateforme très importante. La plateforme que veut mettre sur pied Arafat doit déterminer qui est responsable de la dernière flambée de violence. Ce qu'Arafat voulait, c'était une commission d'enquête internationale pour découvrir ce qui s'était vraiment passé et ce qui avait déclenché l'intifada. Qui avait frappé le premier? Mais les Israéliens n'étaient pas du tout d'accord. Ils ne voulaient pas de commission internationale, ni que les Nations Unies s'en mêlent. À 23 h le soir même, il est décidé que les détails de l'enquête seront définis ultérieurement. Les pourparlers sont sur le point d'aboutir à un accord de cessez-le-feu qui couronnerait les efforts de paix de Clinton. Soudain, je reçois un appel du président Chirac qui me dit « Je vous reçois dans mon pays. Le protocole est très important et il faut que je vous reçoive, vous, M. Barak et M. Arafat. » Je lui ai répondu en français « Monsieur le Président, c'est un moment très important. Ce n'est pas une très bonne idée que nous venions maintenant. Nous sommes sur le point d'arriver à un accord. » Arafat a dit « Il faut y aller, c'est notre hôte. » Quand ils arrivent à l'Élysée, l'accueil chuchoté de Chirac ne fait qu'augmenter les craintes de la secrétaire d'État américaine. Elle découvre en effet qu'au lieu du dîner qu'elle attendait, Chirac a préparé la table pour une réunion formelle. Sont également présents le secrétaire général des Nations Unies ainsi que le Premier ministre français. Dès qu'Yasser Arafat prend la parole, il veut cette commission d'enquête, c'est pour lui un point fondamental. Et Barak refuse. Donc le président de la République, au nom du pays qui exerçait la présidence, a parlé de la commission d'enquête, mais pas comme condition préalable. Madame Albright a dit « Monsieur le Président, nous avons déjà discuté de l'enquête. C'est réglé. » J'étais très en colère contre Chirac, ça c'est sûr. Et je me souviens que je lui ai jeté un regard noir en pensant « Vous avez violé notre accord, ce n'est pas ce qui était prévu. » Monsieur le Président, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une photo, s'il vous plaît? Monsieur le Président. Et Madeleine Albright n'est pas au bout de ses peines.
S'il vous plaît, messieurs. Au lieu de retourner aux négociations, Arafat rentre à son hôtel, laissant Madeleine Albright en plan. Madame Albright lui a dit « Vous m'aviez promis de rester ». Je lui ai couru après et j'ai dit « Monsieur le Président, vous devez encore paraffer l'accord. Vous avez donné votre parole. » Il a dit « Je tiens ma parole, je laisse mon ministre des Affaires étrangères, Nabil Shahad, pour continuer les pourparlers avec le ministre israélien. Je serai à mon hôtel et vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure. » On ne pouvait pas fermer le portail, on était à l'Élysée, donc il est monté dans sa voiture, il a dit à son chauffeur de démarrer et il est parti. Arafat a échappé à cette tentative de lui faire signer un accord de cessez-le-feu sans enquête préalable. L'intifada continue. Au cours des 10 semaines qui précèdent Noël, 268 Palestiniens et 30 Israéliens sont tués. Mais le président Clinton ne se laisse pas décourager. Merry Christmas, and let's light the tree. Thank you very much. Un mois avant de quitter définitivement la Maison-Blanche, il convoque les délégations palestiniennes et israéliennes une dernière fois. Le président Clinton est arrivé. Il était habillé de manière très décontractée. Il portait un polo rouge et un jean. Il avait la mine sévère. Je ne l'avais jamais vu comme ça, presque en colère. La proposition de Clinton donne aux Palestiniens un État et une capitale à Jérusalem-Est, ainsi enfin que la souveraineté sur le Haram al-Sharif. Mais Israël conserve toute la partie ouest, ainsi que le mur des Lamentations et tout ce qui est enterré en dessous. J'ai dit, voilà mes conditions. Je vous écoute depuis des mois, nous y travaillons depuis des mois, je ne peux pas faire mieux. Si vous les acceptez, tant mieux, sinon elles deviendront caduques quand je partirai. Il s'est levé, il a dit « Dieu vous bénisse » et il est sorti. Le gouvernement israélien accepte rapidement la proposition de Clinton, à condition que les Palestiniens fassent de même. Mais les Israéliens remettent en secret une longue liste de réserves. Arafat demande lui aussi des éclaircissements. Clinton le convoque à la Maison-Blanche et exige une réponse définitive. Arafat a dit des choses sensées. Il a dit « J'accepte cette proposition sur le principe. Mais comme ce doit être aussi le cas pour Barak, j'en suis sûr, j'ai quelques réserves sur certaines questions. Et comme dans toute négociation, Barak et moi devrions pouvoir en discuter. » Les réserves d'Arafat portent essentiellement sur le compromis de Clinton concernant le mont du Temple et l'esplanade des mosquées. J'ai donc proposé que les Palestiniens aient la souveraineté sur la partie supérieure du mont du Temple et que les Israéliens gardent la souveraineté sur le mur des Lamentations et le Saint des Saints dont ils faisaient partie, ce qui leur donne en fait le bas du mont du Temple, où se trouvent les ruines du Temple de Salomon et du Temple d'Hérode. Ils ont la souveraineté sur la base du Haram al-Sharif et nous avons la souveraineté sur le sommet. Qui accepterait ça? Clinton était terriblement déçu et il a dit à Arafat « On m'a souvent dit que vous étiez du genre à attendre la dernière minute, mais là, je crois que votre montre est détraquée, Monsieur le Président. » Clinton a tablé sur un oui sans équivoque d'Arafat pour conclure l'accord. Il ne l'a pas encore dit à Arafat, mais Barak, qui espère se faire réélire dans les semaines qui viennent, lui a téléphoné la veille avec une mauvaise nouvelle. Je ne veux même pas discuter pour savoir si ces paramètres conviennent pour un accord final. Tels qu'ils sont, nous ne pouvons pas les accepter. Arafat n'ayant pas accepté ces conditions, Barak subissait une énorme pression politique. Il avait besoin d'une certaine marge de manœuvre pour pouvoir faire comme s'il se dégageait de l'accord lui aussi, ce que je comprenais. Aucun des deux camps n'accepte les termes de Clinton. Une occasion historique vient d'être manquée.
2 semaines plus tard, Clinton passe la main au nouveau président des États-Unis en lui prodiguant quelques conseils. George W. Bush, bien décidé à ne pas répéter les erreurs de son prédécesseur, s'empresse de faire savoir qu'il n'a dans l'immédiat aucun projet pour la paix au Moyen-Orient. Dans les territoires occupés, Arafat reste un héros aux yeux de son peuple. Mais les Palestiniens ont beau manifester leur joie, ils n'ont toujours pas obtenu leur État. La semaine prochaine, suite de notre série sur Israël et les Arabes. Nous nous recentrerons sur le début de l'année 2002. Colin Powell veut rétablir la paix et se tourne vers Yasser Arafat. Au même moment, Ariel Sharon croit détenir la preuve de l'implication directe d'Arafat dans les attentats contre Israël. Le processus de paix est encore interrompu. À la semaine prochaine. D'ici là, consultez notre dossier sur le net. La série Israël et les Arabes vous a été présentée en partenariat avec Le Monde.